Merci beaucoup, Aïcha, pour cette introduction. Messieurs les présidents, cher Saïd, merci pour cette invitation et bravo à tout le comité d'organisation qui nous donne le plaisir d'assister à un congrès de haut niveau et de le partager avec joie, bonne humeur, et c'est toujours un immense plaisir. Bravo à vous tous pour ce que vous faites et votre enthousiasme. Alors c'est un vaste sujet également, donc on va essayer de cerner les problèmes principaux. J'ai l'impression que mes boucles ne tournent pas. On va essayer de les faire tourner. Voilà. Que de celui la prise en charge des thromboses de prothèses. Vous avez vu qu'effectivement avoir une prothèse, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est un problème qui va perdurer pendant toute la vie du patient. On a vu que vous avez une épidémiologie qui change actuellement. On a peut-être moins de RAA, pas partout, mais en tout cas en Europe. Et il y a parallèlement une augmentation des valvulopathies dégénératives et un allongement de l'espérance de vie. Donc on va être amené à continuer à suivre des prothèses. Et puis, comme vous savez, vous avez une pathologie quasiment épidémique, qui est le rétrécissement aortique dégénératif qui est dû au vieillissement de la population et donc cette émergence extraordinaire du TAVI avec des recommandations, vous voyez, pour les Nord-Américains qui n'arrêtent pas de baisser puisqu'il est toléré de mettre une prothèse à l'âge de 65 ans, ce qui fait qu'on va suivre ce malade pendant très longtemps. Alors, vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, les prothèses mécaniques, c'est beaucoup plus thrombogénique que les prothèses biologiques, mais en contrepartie, c'est plus durable. Mais ça expose à une surveillance extrêmement précise, à une importante éducation du patient, parce que ces malades sont obligés d'avoir les AVK, et on sait tous la difficulté de maintenir un INR efficace, le régime, les accidents, c'est trop haut, c'est trop bas, ça donne des hémorragies, ça donne des thromboses, et malheureusement, on retrouve des complications extrêmement sévères tout au cours de la vie. Donc, c'est très compliqué pour un patient d'avoir une prothèse mécanique, et vous savez que quand on pourra, et on essaye de faire le maximum pour garder les valves, mais malheureusement, il y a certains cas, en particulier les insuffisances mitrales ou les valvulopathies mitrales restrictives, où on n'a pas le choix. Alors, les prothèses biologiques, certes, elles sont moins durables, mais elles sont beaucoup moins thrombogéniques. Et comme on nous l'a précisé en début d'examen, on va quand même les réserver à des patients plus âgés que cette tranche difficile de patients d'âge intermédiaire, les plus jeunes étant obligatoirement implantés avec des prothèses mécaniques. Et puis, il y a cette révolution du TAVI, et on se pose encore la question sur la durabilité et sur d'éventuelles thromboses. Et pour les implanteurs de TAVI, eh bien, il faut absolument comprendre la différence entre une thrombose, par exemple. D'abord, est-ce que ça existe? Et puis une dégénérescence précoce. Et c'est un petit peu l'objet de la fin de ce topo. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'il va falloir anticiper? C'est trois facteurs essentiels, qui sont d'une part les facteurs de surface, les facteurs hémodynamiques et les facteurs d'hémostase qui sont propres à chaque patient. Les facteurs de surface, eh bien, quand vous mettez un matériel étranger dans un cœur, eh bien, vous allez avoir une épithélialisation de la surface de la prothèse, mais très souvent, vous allez avoir des processus subaigus inflammatoires et de fixation de caillots, aigus ou chroniques, on va le voir, et puis la constitution de thrombus qui vont être associés à des dysfonctions de prothèse, mais également le thrombus, ça peut se mettre sur une endocardite, ça peut se mettre sur un panus, on le verra. Des facteurs d'hémostase, une hypercoagulabilité primaire. Votre malade a peut-être une thrombophilie, un facteur 5 de Lenden, une mutation de la prothrombine S et C, et donc ces patients sont à regarder de façon très attentive. Et puis surtout, il y a ce cas extrêmement fréquent qui est l'hypercoagulabilité secondaire à une fibrillation atriale, à un cancer, à une anticoagulation mal adaptée, on le sait, et puis à cette période, je dirais, périopératoire, post-opératoire immédiate pour l'implantation des prothèses mécaniques, et puis des arrêts d'anticoagulants pour une chirurgie non cardiaque. Et ça, c'est vraiment une zone extrêmement à risque. Et vraiment, pour les procédures minimes, on est toujours embêté, les anesthésistes nous disent on n'arrête pas les anticoagulants. Pour tout ce qui est chirurgie minime, dentaire, cutanée,
et ophtalmo, il n'y a pas nécessité, où il y a un saignement qui est mineur, il n'y a pas nécessité d'interrompre les anticoagulants, en particulier les AVK. Par contre, en cas de chirurgie majeure, eh bien, il faudra vraiment faire une interruption extrêmement temporelle avec un relais, avec une héparine à bas poids moléculaire ou non fractionnée, avec une cible inférieure à 1,5 pour l'INR. Et puis, il y a des facteurs hémodynamiques. C'est vrai qu'un malade qui est en bas débit, qui a une cardiomyopathie dilatée associée, qui a une malposition de prothèse, ça peut arriver. La position même de la prothèse, la position mitrale et la position tricuspide, vous savez, qui est extrêmement dangereuse pour les thrombus. Donc, vous avez un espèce de gradient de risque entre les prothèses mécaniques versus les prothèses biologiques, entre les prothèses mitrales versus la position aortique qui va être beaucoup moins thrombogénique, et puis entre le cœur droit où ça thrombose beaucoup plus que le cœur gauche. Donc pour éviter les thromboses, il y a des gestes essentiels qui sont bien sûr une anticoagulation à vie basée sur l'INR, et actuellement ce sont les AVK. Actuellement il n'y a aucune place pour les AOD en cas de prothèse mécanique. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il faut traiter les patients par les AVK dès le premier jour post-opératoire, associé à une héparine non fractionnée à une dose efficace. Et cette efficacité de l'anticoagulation, c'est un peu la base de la prévention de la thrombose, en ayant soin d'adapter son INR aux facteurs de risque qui vont modifier le risque thromboembolique pour un malade donné. Et cet INR, basé sur la thrombogénicité de la prothèse et les facteurs de risque, est associé directement et est propre à chaque patient. L'instabilité de l'INR, vous le côtoyez tous les jours, et c'est un facteur prédictif indépendant de complications à type de thrombose. Vous savez qu'on utilise généralement des INR plus basses pour les prothèses mécaniques aortiques que pour les prothèses mitrales. On insiste beaucoup actuellement sur l'autocontrôle de l'INR, qui est associé, on l'a démontré, à un taux bien moindre de complications liées aux AVK à tout âge. L'éducation du patient, ça c'est vraiment absolument fondamental. On voit encore de plus en plus de patients qui ne surveillent pas leur INR par paresse, parce qu'ils vous disent que c'est parfaitement stable, alors qu'ils ont pris des corticoïdes, qu'ils ont pris des AINS, etc. Enfin, les exemples, vous les connaissez. Donc, ça veut dire une surveillance permanente de vos patients avec une mesure des gradients transprothétiques. Eric a dit à 2 mois, les recommandations disent à 30 jours après l'implantation pour que vous ayez une référence. Une référence hémodynamique, c'est vraiment fondamental. Les patients changent de lieu d'habitation, on n'a pas de référence échographique, et puis des fois on se retrouve dans des situations très compliqué, très inconfortable, où on a des gradients élevés et on ne sait pas si c'est une restitution de pression, comme vous l'a dit Eric, ou est-ce que brutalement, pour peu que le patient se dise essoufflé, ça corresponde à une dysfonction thrombosante de la prothèse. Et donc, effectivement, avoir un carnet de prothèse avec des paramètres hémodynamiques bien enregistrés, hein, une prothèse aortique, c'est un rétrécissement aortique, donc il faut utiliser toutes les incidences, la pédophe, le parasternal droit. Cet examen est fondamental pour éviter de se tromper sur les paramètres hémodynamiques. Donc vous avez retrouvé dans les recommandations cette INR adaptée au caractère thrombogénique de la prothèse, de la position de la prothèse et de l'état spécifique du malade. Ça, on vient d'en parler. Donc, vous voyez que c'est en moyenne, pour un grade, une thrombogénicité moyenne, c'est entre 3 et 3,5, et surtout pour la mitrale, de 5 à 3 pour l'aorte. Vous connaissez ça, il faudra vraiment faire très attention à ça. Alors, la présentation clinique des thromboses de prothèse, eh bien, elles sont en fait de 3 types. Soit il y a une dysfonction qui est infraclinique, le malade n'a pas de symptômes, et vous assistez progressivement à une augmentation des gradients parce que vous suivez régulièrement vos patients, vous faites bien les échos, vous enregistrez bien comme il faut et toujours dans la même incidence. Il ne s'agit pas de faire une fois l'apicale isolée et puis l'autre fois la parasternale droite parce que vous allez dire « Oh, tiens, ça a augmenté, donc ça dysfonctionne », donc de façon comparative. Et puis, ça peut dysfonctionner de façon clinique et des fois de façon dramatique. Hein. Une ailette bloquée, ça vous donne un œdème pulmonaire. Vous allez avoir une augmentation très importante des gradients, de l'insuffisance sévère s'il y a une ailette de bloquée où ça fuit la rage. Et puis, des fois, malheureusement, c'est une embolie centrale ou systémique. Et vous connaissez la gravité. Et en fait, il y a une interrelation entre tout ça. C'est-à-dire que la thrombose, eh bien, vous pouvez aussi la trouver sur un panus. Ça va être très compliqué de faire la différence. Sur une endocardite,
sur une détération prothétique. Donc la thrombose, on la retrouve partout où elle n'est pas... Alors vous avez des thromboses isolées, mais vous pouvez aussi avoir du caillot sur une endocardite. Et naturellement, l'imagerie est essentielle. Alors, comme l'a dit Eric, je passerai vite, il faut regarder les valves. Et parfois, en transthoracique, on a la surprise de voir, comme dans cette prothèse à ailettes, qu'il n'y en a qu'une seule qui bouge. Et puis, par ailleurs, vous avez une très importante augmentation des gradients avec une PHT qui se ralentit. Donc ça, c'est fortement suspect. À la moindre doute, bien sûr, vous allez à l'écho transœsophagien, qui est absolument, pour les prothèses mécaniques mitrales, absolument irremplaçable. Et avec, dans cet exemple, vous voyez l'aile bloquée, l'image en 3D, la pièce anatomique à côté, et surtout utiliser largement le radiocinéma, qui est une méthode extrêmement facile, disponible, et qui va vous sauver, qui va sauver la vie de votre malade si vous ne pouvez pas faire un ésophage, un radiocinéma, on trouve ça partout. Vous avez une ailette de bloquée, vous faites le diagnostic de blocage d'ailette. Et puis il y a différents types de thromboses. Il peut y avoir des thromboses qui vont bloquer l'élément mobile de la prothèse, comme une ailette, effectivement. Puis vous allez avoir parfois des thromboses au niveau de l'anneau. Donc les éléments mobiles bougent bien, mais l'anneau va être constitué d'une bague qui va se former tout autour de l'anneau, qui va entraîner une augmentation des gradients. Et là aussi, le TO est totalement irremplaçable. Et puis, il y a ces petites choses-là qu'on appelle des thromboses non obstructives, surtout sur les prothèses mécaniques mitrales et qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui sont des fois pas faciles à différencier des points qu'ont mis le chirurgien, quand le chirurgien ne coupe pas ses nœuds assez bas. Mais enfin, avec de l'expérience, on sait reconnaître ces petits filaments, ces petits strains ou ces petits thrombus qui jouent un petit peu comme une balle de ping-pong ou de flipper entre les ailettes. C'est naturellement non obstructif, donc ça va donner absolument pas d'augmentation des gradients. C'est extrêmement fréquent en post-opératoire immédiat, sans modification hémodynamique. Et puis si ça grossit de façon comme ça, insidieuse, eh bien, ça va pouvoir vous donner des AVC. Et voilà ces travaux qu'on avait faits, j'ose pas vous dire quand, parce que ça, j'ose pas y croire. On avait on fait une étude il y a fort longtemps dans le service de chirurgie où je travaillais, parce qu'on voyait des patients qui sortaient du bloc avec le lendemain, le surlendemain, 3-4 jours après, des AVC. On mettait ça sur le compte à l'époque de la CEC. Hein. Et puis j'ai eu, je dirais, la curiosité avec mes collègues de regarder systématiquement en ETO les patients en post-opératoire, et on a eu la surprise de constater qu'un grand nombre de patients avaient des thrombus non obstructifs qui pouvaient évoluer très différemment. À l'époque, on ne mettait que de l'héparine seule chez ces patients, et on a eu des décès, des AVC et des réinterventions. Et quelques années après, on a fait la même chose, on a continué à faire ce travail en ajoutant de l'aspirine, et on a vu à ce moment-là que les patients qui étaient sous héparine efficace et aspirine, eh bien, n'avaient pas de gros thrombus. En tout cas, nous n'avions eu aucun décès à l'époque, aucune réintervention. Donc, il y a un vrai problème d'anticoagulation en post-opératoire immédiat. Cette idée a été reprise par l'équipe de Raymond Roudot, qui avait refait ce travail sur un beaucoup plus grand nombre de malades et qui avait retrouvé de la même façon un nombre très important de thromboses non obstructives avec comme facteur favorisant des contrastes spontanés, la thrombose en préopératoire, une forte dose de protamine, hein, parce qu'en post-opératoire, on donne de la protamine. C'est la nuit de garde, voilà, le malade, on n'ose pas trop l'anticoaguler, on a peur des saignements, on a peur de l'hémopéricarde, et voilà, et on en arrive à des catastrophes. Donc, ça, c'est pour les mitrales. Ça, c'est relativement facile. En ce qui concerne il me reste combien de temps, là ? 1 minute ? Alors ça ne va pas le faire. Je vais aller vite. Je vais dire les choses essentielles. Les thromboses de prothèses mécaniques aortiques, c'est un des diagnostics les plus difficiles à faire, puisque quand on a l'ombre acoustique, on ne voit pas les thromboses, et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas les gradients antérieurs et qu'on a affaire à des prothèses qui sont avec des très hauts gradients, comme les Saint-Jude, comme les doubles ailettes. Et ça, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est un patient qui m'avait fait beaucoup transpirer, dont je n'avais absolument aucun repère chronologique dans le temps, et qui, petit à petit, en le suivant, on avait fait les échos d'effort, on avait calculé tous les paramètres dont Eric vous a parlé, et la solution nous est venue d'une part de la surveillance, puisqu'on a vu
brutalement les gradients grimper. On a vu surtout au scanner des images qui nous ont beaucoup troublés et on a pris la décision donc d'opérer ce patient qui avait un panus, puisque cette prothèse avait été implantée il y a longtemps, associé à de la thrombose. Le panus, je n'ai pas le temps de vous en parler. Diagnostic différentiel avec le thrombus très difficile. Ça survient généralement sur des prothèses qui ont été implantées très tardivement, il y a très longtemps, et ça ne cède pas aux anticoagulants. Je passerai là-dessus, j'aborderai très rapidement le problème des bioprothèses chirurgicales et des TAVI. Accordez-moi 2 minutes de plus. Les bioprothèses ont la réputation de ne pas se thromboser, et en l'occurrence, quand vous avez une thrombose post-opératoire d'un patient, bioprothèse, pensez tout de suite à une thrombopénie à l'héparine, avec l'allergie à l'héparine, arrêtez immédiatement l'héparine, confirmez cette thrombose et mettez votre malade sous Orgaran. Les thromboses chroniques plus tardives sont assez rares, diagnostic assez facile à faire sur l'augmentation des gradients, bien évidemment, avec une texture du thrombus qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec une dégénérescence, et ça, on sait les reconnaître. Je passe là-dessus, c'est un exemple récent que je voulais vous montrer. Et donc, la survenue des TAVI nous a amené à regarder les bioprothèses en général, que ce soit chirurgicales ou implantées par voie percutanée, pour connaître un petit peu l'incidence de ces thromboses. Et avant tout, les hémodynamiciens qui implantent ces prothèses veulent savoir si ça thrombose et surtout si ça dégénère. Donc, ce travail où on a regardé les valves explantées à la Mayo, et on a vu qu'il y avait un nombre quand même important, 12% de bioprothèses explantées qui étaient des thromboses de prothèses. Donc la bioprothèse, ça se thrombose. Alors il y a eu toute une bibliographie exhaustive sur ce qui se passe sur les TAVI. Je remercie Hélène qui m'a donné quelques diapositives là-dessus. Au passage, j'ai la chance de travailler avec elle. Et pour eux, c'est essentiel de distinguer, bien sûr, ce qui est de la thrombose et de ce qui est de la dégénérescence précoce. Et donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré, en définitive, qu'effectivement, il peut y avoir des thromboses, mais pas seulement des TAVI, mais également des bioprothèses, et qui sont souvent complètement infracliniques, avec une augmentation du gradient. Et la thrombose concerne 0,6% des prothèses biologiques, des TAVI, pardon, et dans ces deux travaux, c'est à peu près la même chose. Alors, cette comparaison entre les bioprothèses implantées par voie percutanée et celles implantées par voie chirurgicale montre effectivement que dans les deux types de prothèses, eh bien, on a des images anormales, en particulier au scanner. Le scanner est devenu l'imagerie idéale pour suivre ces patients. C'est très difficile en écho. On a l'hémodynamique, mais on est un peu pauvre dans l'imagerie pour ces petites images. Et on a donc je dirais, décrit une sémiologie tout à fait spécifique pour ces prothèses, et généralement, ça récupère. Il faut comprendre qu'il y a environ 13% de ces patients qui ont une limitation des sigmoïdes, et on a décrit donc deux types, j'en ai pour 2 secondes, deux types d'images anormaux au scanner. L'un s'appelle les HALT, Hypo-Attenuating Leaflet Thickening, et un qui est un réducteur, une réduction de la mobilité de ces feuillets. D'où la nécessité impérative de faire une écho de référence à la sortie et à 30 jours pour qu'on puisse suivre ces prothèses. Les anticoagulés ne changent pas grand-chose, et voilà les recommandations pour les thromboses obstructives. Quand vous avez une prothèse mécanique obstructive avec une situation critique hémodynamique, eh bien, il faut naturellement, si vous avez la possibilité, l'adresser au plus vite dans un centre chirurgical. Si vous n'avez pas de disponibilité, vous pouvez faire la fibrinolyse, et on connaît les dangers de cette fibrinolyse qui vont naturellement vous nettoyer la prothèse, mais malheureusement souvent au risque d'embolie systémique terrible. Si vous n'êtes pas dans une situation critique, eh bien, et que vous avez une anticoagulation inadaptée récente, l'exemple c'est le patient qui a arrêté ses anticoagulants, eh bien, il faut majorer votre traitement, l'optimiser avec le passage à l'héparine et l'aspirine. Soit ça marche et vous allez surveiller votre malade, soit c'est un échec et puis vous allez l'envoyer au chirurgien, et si vous ne pouvez pas l'opérer, faire de la fibrinolyse. Les thromboses non obstructives, ça va être très très simple. Si le thrombus est supérieur à 10 mm et que le patient a
thrombolysé, eh bien, il faut l'opérer, et s'il est à risque, il faut faire de la fibrinolyse, mais c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on fait des fibrinolyses. S'il n'y a pas de phénomène thromboembolique, ben, même raisonnement, on va optimiser l'anticoagulation. S'il y a une persistance du thrombus volumineux, et a fortiori s'il y a une embolie systémique, eh bien, on va l'envoyer au chirurgien. Les bioprothèses, les recommandations nous disent qu'en ce qui concerne l'implantation au niveau de la mitrale et bien sûr de la tricuspide, il est nécessaire de mettre des AOD pour 3 mois. Si le patient a naturellement une autre indication aux anticoagulants comme de la fibrillation, ce sera des AOD au long cours. Pour l'aorte, eh bien, c'est de l'aspirine ou de l'AOD pendant 3 mois et naturellement des AOD en cas de nécessité de mettre les anticoagulants. Donc, les thromboses infracliniques, elles peuvent disparaître sous agrégation. Les embolies sont absolument exceptionnelles. Et s'il y a une obstruction hémodynamique, eh bien, généralement, ça régresse sous AVK. Il n'y a pas de bénéfice à la chirurgie ou à la thrombolyse. Et puis, mes dernières diapositives, je vous ai dit 13% de thrombose totalement infraclinique, moins de 1% de thrombose clinique avec des manifestations cliniques. Eh bien, dans les recommandations, on nous dit qu'il n'y a pas d'indication aux anticoagulants systématiques pour les 3 à 6 mois qui suivent un TAVI. Et les guidelines recommandent de l'aspirine au long cours. En cas de thrombose clinique, anticoagulant avec des AVICA. Et la question se pose de savoir si cette thrombose ne va pas entraîner une dégénérescence précoce. Donc actuellement, il y a un vrai débat pour savoir si on laisse les anticoagulants au long cours. Pas d'indication, en tout cas un scanner à titre systématique si vous n'avez pas d'augmentation des gradients et que généralement les choses se passent très bien. Et reste le problème de l'impact de la thrombose sur la dégénérescence de la durabilité du TAVI. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre tolérance pour le temps. Merci Marie-Christine.